Hello tout le monde, dans cette vidéo on va s'intéresser à la notion de fonction uniformément continue. Alors comme d'habitude sur cette chaîne on va voir ce concept à travers d'exercices et notamment d'exercices qui sont tombés aux ENS, mais rassurez-vous ce sont des grands classiques qui maintenant tombent pas mal aux mines. Et puis de toute façon si vous en avez un petit peu peur, sachez qu'évidemment je donnerai des indications qui feront en sorte que ces exercices seront abordables pour le commun des mortels, n'est-ce pas? Alors évidemment, avant de faire les exercices, je vous recommande de bien apprendre, de bien comprendre votre cours, puisque les exercices, ça se fait après le cours. Alors le cours, en parlant du cours, évidemment, il s'agit pour les prépas de l'option MPSI. Donc cette vidéo, elle aborde vraiment avec des notions de première année, mais MPSI. Pour les premières années, sachez que la notion de continuité uniforme est essentielle dans la construction de l'intégrale de Riemann. Elle est aussi essentielle dans le théorème sur les sommes de Riemann, ce qui n'est pas la même chose. Et elle sert également, dans, si vous voulez, prouver le théorème d'approximation polynomiale de Weierstrass avec des polynômes de Bernstein, par exemple, sur un segment. Alors, regardons tout de suite l'énoncé du premier oral. Alors, je l'ai marqué oral ENS Lyon, second concours universitaire 2010, parce que c'est celui que j'avais un étudiant qui avait eu ça à l'époque. Bon, en fait, après, je crois, enfin, c'est un exercice classique ENS, il doit être d'ailleurs sur les oraux XENS, Francino, Vianella et compagnie. Bon, et puis il a dû retomber aux mines, etc. C'est assez classique. Hein. Alors, je l'ai un petit peu boosté quand même, parce que en vérité, la vraie question, c'était la première. La première et la deuxième, j'avais vu dans un autre oral, et la troisième, je trouve qu'on n'en parle pas assez, vous allez voir ça. Donc, on se donne une fonction continue de 0,1 dans R ouvert en 0. Ok. Montrer que si elle est uniformément continue, alors elle est bornée. Donc ça, c'est le grand classique. Voilà. Évidemment, vous avez des contre-exemples dans le cas uniquement continu. Ils sont faciles à donner, vous les donnerez au passage, tiens. On commencera par ça. Ouais. Après, deuxième question, le réciproque. Si f est bornée, alors elle est uniformément continue. Pour voir si c'était vraiment essentiel. Blablabla. Et alors, troisième question, on suppose qu'elle est uniformément continue. Il faut montrer qu'elle admet carrément un prolongement continu en 0. Voilà. Donc je vous donnerai peut-être quelques indications pour la 3. Commençons par la 1. Allez, à vous de jouer. Alors, solution question 1. Je vous ai écrit ici des contre-exemples. Si vous supposez uniquement que la fonction est continue, évidemment, en général, c'est faux. Elle n'est pas forcément bornée. Il n'y a qu'à voir la fonction inverse, par exemple, en 0, ou la fonction logarithme, également en 0. Hein, alors, vous voyez qu'en fait, elles ont des asymptotes verticales, pardon. Ouais. Et donc, du coup, ça vous élimine, si vous voulez, avec ce résultat, tous les petits exos. Dès qu'il y a une asymptote verticale, grosso modo, en fait, la fonction ne va pas être uniformément continue. Ouais. Ce qui se passe, c'est que, réécrivons quand même la notion de fonction uniformément continue, il faut même savoir le cours, je vous l'avais dit. Donc, f est uniformément continue. Donc, on va mettre petit 1. Supposons f uniformément continue. Alors, uniformément continue, on va mettre UC. Sur 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit epsilon, il existe un certain delta positif, c'est-à-dire que quel que soit x et y appartenant à 0,1, si la x et y sont delta proches, alors f de x et f de y sont epsilon proches. Alors la différence avec la continuité, c'est la continuité, c'est la continuité en A qui se quantifie, d'accord? La continuité sur un intervalle, c'est pour tout A, elle est continue en A. Tandis qu'ici, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, ces x et y sont delta proches, peu importe où ils sont, en fait. Il n'y en a pas un des deux qui est fixé, quoi. Peu importe où ils sont dans l'intervalle, on s'en fout. C'est pas, on regarde pas, c'est pas une notion locale, uniformément continue, c'est une notion globale. Si x et y sont delta proches, alors f de x et f de y sont epsilon proches. Donc ici, voilà, ça arrive pas ici. Parce que ici, regardez ce qui se passe autour de 0. Alors la fonction n'est pas définie en 0, mais peu importe, justement. Ici, vous avez des x et des y qui peuvent être aussi proches que vous voulez, mais par contre, les images vont être très éloignées parce que ça explose en temps fini. Boum. Ouais. Donc, voilà donc une première raison pour laquelle une fonction continue n'est pas forcément uniformément continue. C'est qu'il y a une explosion en temps fini, comme ça. Boum. Asymptote verticale. Ouais, d'un coup, boum, ça s'énerve au niveau des images, mais par contre, au niveau des x, les antécédents, enfin, je comprends ce que vous voulez, du coup, là, par contre, ça reste contrôlé. Ouais. Donc, c'est pas uniformément continu. Première raison. Ok. Donc, du coup, alors, on y va. Il faut montrer qu'elle est bornée. Bon, alors,
C'est un bon exercice en fait, vous allez voir. Fonction qui est bornée, ça fait penser à quoi? Ça fait penser au théorème des bornes atteintes. Sauf que là, on n'est pas sur un segment, évidemment. Si on était sur un segment, on l'aurait appliqué, puis basta. On est sur un intervalle voilà, semi-ouvert en 0. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? En fait, en gros, c'est ce qui se passe en 0 qui est bougé. Mais ici, qu'on a ça, en fait, c'est contrôlé. Donc, quel epsilon on va prendre? Ben, on va utiliser n'importe quel epsilon, on s'en fout. On va prendre epsilon égale 1. On pose epsilon égale 1. Donc, il est strictement positif. Ouais. D'où un certain delta positif. Tel que on a ça là. Blablabla, blablabla. Ouais, inférieur à 1. D'accord? Ça va, je la réécris pas. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on va regarder notre intervalle. Je vais faire un zoom ici. Vous voyez, ici on a 1, et là on a delta. Donc en fait, sur cet intervalle, ouais, eh ben, la fonction va être bornée. Pourquoi? Parce que en fait, si x, alors bon, on va dire, on va montrer que la fonction elle est bornée. Voilà. On va trouver une borne sur cet intervalle et puis une autre borne sur cet intervalle. Ouais. Ici, on va utiliser ce delta. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si x appartient, alors soit x appartenant à 0, 1. Premier cas, si x appartient à 0 delta. Alors ici, oui, on peut supposer que delta est plus petit que 1. Voilà, parce que sinon, c'est évident. Ouais, qui veut le plus, peut le moins. D'accord. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, x, alors, évidemment, x, la distance de x à delta est inférieure à delta. Ouais, parce que x, il est là. Sa distance à delta est inférieure à delta. D'accord. Donc, f de x, la distance de f de x à f de delta est inférieure ou égale à 1. Et donc, par inégalité triangulaire, vous avez que valeur absolue de f de x qui est égale à valeur absolue de f de x moins f de delta plus f de delta. Ça, c'est inférieur ou égal, donc ici l'inégalité triangulaire, f de x moins f de delta plus f de delta en valeur absolue. D'accord? Et donc, du coup, donc f de x est inférieur ou égal à, donc ça c'est inférieur à 1 plus valeur absolue de f de delta. D'accord? Et donc évidemment ça ne dépend pas de x. Ouais. Donc si x est inférieur, si x appartient à 0 delta, on a ça. Ok? Donc on a réglé ce qui se passe au voisinage de 0. Et puis évidemment, bah, du coup, maintenant, maintenant on va dire, si x appartient à 0 delta, bah, sur 0 delta, sur le segment 0 delta 1, pardon, f est continue, on va souligner les mots importants, donc, d'après le théorème des bornes atteintes, eh bien, elle est majorée, elle est bornée, pardon. D'après le théorème des bornes atteintes, c'est comme ça que vous l'appelez? Je crois que maintenant on l'appelle comme ça dans le programme. C'est toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Le théorème des bornes atteintes. Les deuxième année vont dire ouais, c'est un compact et tout. Bah oui, très bien. Bravo les gars, bravo les filles. D'après le théorème des bornes atteintes, f est borné. Donc évidemment sur ce segment, hein, par un certain L. D'accord? Sur delta 1. Et donc il suffit de poser, donc f est borné sur 0,1 par le maximum entre le fameux m et cette constante là. Ouais, est borné sur 0,1 par le maximum entre la constante m sur delta 1 et 1 plus valeur absolue de f de delta. Voilà pour la première question. On passe à la solution de la question 2. Alors ici, quel est le décor? On a toujours une fonction continue sur 0,1, ouvert en 0, et on suppose qu'elle est bornée. Est-ce qu'elle est forcément uniformément continue? Ouais, question. Ben, la réponse est non. Ouais. Sinon, en gros, ce serait quand même un intervalle de cours, non? Tu penses pas? Ouais, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va avoir un deuxième phénomène, une deuxième raison justement pour laquelle une fonction continue n'est pas forcément uniformément continue, c'est qu'elle a, si vous voulez, elle a trop de variations d'un coup.
elle s'excite un peu trop. D'accord? Donc ici, un contre-exemple classique, c'est ce que j'appellerais le serpent frénétique. Vous regardez la fonction f, donc faux, donc deuxième question. Hop. La réciproque, en général, faux. En général. Ouais. Et on va donner ici un contre-exemple. Il faut avoir en tête, je pense, quand même. C'est, alors j'avais dit le serpent frénétique. C'est-à-dire, on prend une fois cette fonction qui va de 0 à 1 dans R et qui a x associe sinus 1 sur x. Ouais. Donc cette fonction, bon alors je vais pas, en fait c'est sur 0, donc je n'ai même pas besoin de la dessiner en entier, mais si on la dessinait, carrément sur R plus étoile, c'est pas interdit. Ouais. Ça partirait en 0, vous voyez que ça tend vers, en plus infini, pardon, ça tend vers 0. Ça fera un truc comme ça, tac. Et puis là, ça aussi. Et en fait, quand vous approchez de 0, bah ça tend vers l'infini, le 1 sur x. 0 plus. Donc en fait, les oscillations vont s'accélérer ici. Ouais. Donc ça va vous faire un truc comme ça, tac. Et plus ça va, plus les vagues elles se rapprochent. Et puis là, bon, là c'est galère. Donc voilà le serpent, le fameux serpent frénétique. Parce qu'il est frénétique, parce que au début c'est un serpent gentil, puis après il s'excite un petit peu. Il devient fou. Voilà. Et alors bah, du coup on va montrer que cette fonction, alors évidemment elle est continue. Ouais, elle continue, c'est borné. Elle continue par composition. Hein. Continue et borné parce qu'elle a compris notre moins de rien, c'est un sinus. Sur 0,1. Mais par contre, elle n'est pas uniformément continue, ce qu'il va falloir montrer. Voilà. Alors, ici, bon, c'est classique. Pour montrer qu'une fonction n'est pas uniformément continue, vous allez essayer de repérer où est le problème. Donc le problème, manifestement, est dans 0, hein, puisque sinon on serait sur un compact, on pourrait appliquer le théorème de Hein. Et on reprend, en général, on utilise des suites. En gros, vous allez trouver deux suites comme ça qui tendent vers 0, hein, qui se rapprochent de là où il y a le problème, surtout dans la distance tend vers 0, mais xn et yn, mais telles que les images, par contre, elles vont pas tendre, la différence des images ne va pas tendre vers 0. Hein, par rapport à la quantification, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'aller prendre deux suites. Donc, si vous prenez toutes les deux qui tendent vers 0, du coup, la distance entre les deux tendra vers 0. Donc, on construit des suites xn et yn. Donc, ainsi, en posant, pour n appartenant à n, n étoile peut-être. Alors, xn, on va prendre, alors on va les prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, en fait, pour xn, on va prendre des trucs qui à chaque fois valent 0. Un coup sur deux, là, tac, 0. Ouais. Donc, on va les prendre, en fait, on va prendre 1 sur, allez, 2 pi n. D'accord? Et yn, il faut au contraire que ce soit, en fait, ça donne des trucs qui sont sur les crêtes. Par exemple, ici, là. Pour les prendre à chaque fois égal à 1. Enfin, les images. Ouais. Donc, vous allez prendre 1 sur, par exemple, 2 pi n plus pi sur 2. D'accord? Donc, les deux tendent vers 0. Ouais. Donc, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Ok? Donc, xn moins yn tend vers 0. Ok? Et alors, maintenant, regardons les images. F de xn. Bon, j'ai dit pour n appartenant à n, bon, on est à l'oral, hein. Il faut écrire pour soit n appartenant à n étoile, blablabla. Donc f de xn, bah, ça fait sinus de 2 pi n, donc ça fait 0. J'ai tout fait pour ça. Et f de yn, eh ben, ça fait sinus de 2 pi n plus pi sur 2. Et donc ça fait 1, parce que sinus est de bipériodique. Ouais, donc f de x moins f de xn moins f de yn est égal à 1, tout le temps, constant, constant égal à 1. Donc en particulier, il ne tend pas vers 0. Ouais. Et alors pourquoi ça contredit le fait que f est uniformément continu? Tout simplement parce que si elle était, en fait par l'absurde, si f est uniformément continu, supposons f uniformément continu, si vous prenez par exemple x epsilon égale à 1,5, on pose epsilon égale à 1,5, et donc il est strictement positif, d'où un certain delta, tel que blablabla,
Ouais. Un certain delta, on va l'écrire, positif, tel que si x et y sont dans l'intervalle, si x moins y est inférieur ou égal à delta, alors la distance de f de x à f de y est inférieure à 1,5 par exemple. Donc en particulier pour nos suites xn et yn, au bout d'un certain rang, xn moins yn en valeur absolue c'est inférieur à delta. Mais pourtant f de xn moins f de yn est égal à 1, il n'est pas inférieur à 1,5. D'où la contradiction. D'accord? Donc ça, alors j'ai expliqué comme il faut là, ce passage-là. Je ne vais pas le refaire parce que je pense que je serai amené à le réutiliser comme ça dans la vidéo. Mais vous voyez, à chaque fois, donc ça, pour montrer qu'une fonction n'est pas uniformément continue, vous construisez comme ça des suites xn et yn. Bon, la différence tend vers 0, mais telle que la différence des images, boum, elle explose. D'accord, elle se rapproche, les xn et les yn, mais par contre, les f de xn et f de yn, alors pas elle explose, mais en tout cas, elle tend pas vers 0. Ouais. Donc ici, par exemple, elle est constante égale. Ça roule? À retenir. On passe à la troisième question. Oui, c'est vrai, c'est quand même dommage Bon, on sait qu'elle est bornée, quand f est uniformément continue, c'est dommage de ne pas savoir qu'en fait, carrément, elle admet un prolongement continu en 0. Ouais. C'est-à-dire que les trucs du type serpent frénétique ou les explosions, comme ça n'arrive pas, et en plus, voilà, la fonction, elle admet une limite en 0. Alors, une petite indication quand même, ouais, parce que c'est pas si évident, parce que vous allez me dire, mais vers quoi elle tend? Ça va être quoi notre candidat pour la limite en 0? Eh bien, utilisez des suites extraites. D'accord? Prenez par exemple xn égale 1 sur n. Et puis vous savez que f de xn, utilisez les suites. F de xn, elle est bornée. Parce que f est bornée. Là, extrayez un truc, ça vous fera une valeur. Comment on peut extraire? Quel théorème il faut utiliser? Bien. Vraiment sympa, c'est assez complet quand même. On va utiliser quand même pas mal de théorèmes de MPSI, à vous de jouer. Je vous ai donné l'indication, donc on prend par exemple la suite 1 sur n, on pose xn égale 1 sur n pour n appartenant à une étoile, et on regarde la suite f de xn. Et c'est une suite bornée puisque, en fait, d'après le petit 1, on sait que f est bornée. Ouais, je rappelle qu'ici on suppose f uniformément continue, pour montrer qu'elle a bien un prolongement continu en 0. Qu'est-ce qu'on va faire de cette suite bornée? On n'a pas grand chose d'autre comme information qu'elle est bornée, donc on va appliquer le théorème qui nous dit, le théorème de Bolzano-Weierstrass, que, en fait, on peut en extraire une suite convergente. Donc on en déduit l'existence d'une extraction alpha, telle que f de x alpha de xn tend vers L, où L est un certain réel. Donc évidemment, vu que celle-là tend vers 0, c'est un bon candidat. X alpha de n tend vers 0. S'il y a une limite, forcément c'est L. Donc on va montrer maintenant que f de x tend vers L. Juste avec l'information qu'on a une petite suite comme ça qui se rapproche de L. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? En gros, si vous voulez, grâce à l'uniforme continuité, ça va marcher. Parce qu'ici, vous avez une suite, on va la faire, là c'est x alpha de n, ouais, qui se rapproche de 0. Et là, vous avez un truc, là il y a un L, et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez des points là qui vont se rapprocher de L. Bon, je fais une situation un peu comme ça. Là. Donc en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe? Eux, au moment, ils vont être très très proches. Donc les images aussi. Donc en fait, c'est vrai que sur une suite, mais en fait, les autres, ils vont suivre. En fait. En gros, ils vont suivre. Tout le monde va suivre la suite x alpha de xn grâce à l'uniforme continuité. Ouais. Alors évidemment, pour prouver ça, on va dire sur epsilon positif. Ouais. Et puis, on veut montrer qu'à partir d'un certain rang delta, ouais, si f de x, si x est inférieur à delta, eh bien f de x moins L, la distance est inférieure à epsilon. Bon. Alors, déjà, on va utiliser le delta de l'uniforme continuité. F est uniformément continu, ouais, d'où un certain delta positif, tel que, quel que soit x, y appartenant à 0,1, si x moins y est inférieur à delta, alors f de x moins f de y, je ne sais pas si j'ai la place là, f de x moins f de y est inférieur à epsilon. Alors on verra si on met des epsilon sur 2, pourquoi, on verra ça à la fin. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste pour la beauté du geste. Donc on utilise ça d'abord. D'accord? Ok. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le fait que celle-là tend vers elle. Ouais. Donc d'après, on va appeler ça
d'après ce truc-là, le fait qu'elle converge, cette suite-là, vers L, il existe un certain rang, un certain grand N appartenant à N étoiles, tel que, quel que soit N supérieur à grand N, eh bien, f de x de alpha de N moins L est inférieur à epsilon. Pareil, si on veut, on mettra du epsilon sur 2, enfin, du epsilon sur machin, on verra ça après. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En gros, maintenant on va supposer, ben, je pense qu'avec le delta qui est là, ça va suffire, parce que qu'est-ce qui se passe? Si x est proche de delta, enfin, bon, alors, supposons, soit x appartenant à 0 delta. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Donc qu'il soit là. Delta là. En fait, pour n assez grand, xn va être dans cet intervalle-là. Oui, ça va marcher. Voilà. Pour n assez grand. Alors, on sait que x alpha de n tend vers 0. Ouais. Donc, pour n assez grand, n supérieur à un certain L tilde, qui est supérieur lui-même à n, on attend encore un peu s'il faut, eh bien, x alpha de n est inférieur à delta. D'accord. Ouais, en fait, je prends la valeur absolue, mais c'est pas besoin. Et donc, du coup, la distance, en particulier, entre x et x alpha de n est inférieur aussi à delta. Ah, ils sont tous les deux dans l'intervalle 0 delta. Donc, f de x moins f de x alpha de n est inférieur à epsilon. D'accord? Et ouais. Epsilon à epsilon, pourquoi? Bah parce que d'après ce qui est marqué là. Tac, d'accord? Et voilà. Et donc du coup, alors pour finir, oui, pardon. Alors du coup, on va avoir besoin d'epsilon sur 2. Ouais. Donc là, on met des epsilon sur 2. Paf, on rédige après coup, histoire que ce soit joli. Donc là, c'est inférieur à epsilon sur 2. Et si je veux finir mon affaire, ben je vais dire la chose suivante. On va faire un petit peu d'inégalité triangulaire. F de x moins L, c'est inférieur ou égal à f de x moins f de x alpha de n, plus f de x alpha de n moins L. Et ça, c'est inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, c'est-à-dire epsilon. Et voilà. Si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on a montré? On s'est donné epsilon strictement positif. On a trouvé un certain delta, tel que si x appartient à 0 delta, ben f de x moins L est inférieur à epsilon. C'est vraiment la définition du fait que f de x tend vers L quand x tend vers 0. Et donc f avait un unique prolongement en 0, donné par f de 0, f tilde de 0 est égal à f. Alors voici un exercice où on va aborder la troisième raison, on va dire, pour laquelle une fonction continue n'est pas uniformément continue. Je vous rappelle les deux premières raisons. La première raison, c'est qu'on avait une explosion en temps fini, du type asymptote vertical. Et puis la deuxième, c'est que ça oscillait trop vite. Ouais, d'accord. Donc on va voir quelle est cette troisième mystérieuse raison. Donc bon, pour ça, on va d'abord faire l'exercice en question. Donc c'est un vrai ou faux? Moi j'aime bien les vrais ou faux, je sais pas si vous aimez. J'aime bien, je vous en mets parfois dans les shorts. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de short d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette un peu. Alors, bien. Soit f et g de R plus dans R uniformément continu. Vrai ou faux? Produit f fois g est uniformément continu. Bon, ou même de façon générale, est-ce que le produit de deux fonctions uniformément continues est uniformément continu? Donc, vrai ou faux? Deuxième question, quid si f est borné? Troisième question, quid si f et g sont bornés? Bon, ça peut vous spoiler un peu, mais bon, c'est pas grave. Bon, si vous êtes un peu malin, vous allez deviner la réponse aux deux premières questions. Bien, allez, à vous de jouer. Première question, la réponse évidemment est faux. Et oui. Oui, non, le produit, non, ça marche pas. Alors, contre-exemple à connaître. Donc, un faux. Contre-exemple. F de x
égale g de x, ouais, avec f égale g, où f c'est la fonction qui a de r plus dans r et qui a x associe x, tout simplement. Ouais. Alors la fonction qui a x associe x, elle est uniformément continue. Est-ce que je vous fais l'offense de vous le prouver? Si x moins y est inférieur à delta, alors x moins y est inférieur à epsilon. On prend delta égale epsilon, c'est pas très dur à prouver, n'est-ce pas? De toute façon, toute fonction affine est uniformément continue, donc ça doit être dans les exemples classiques du cours. Ouais, parce que, non, mais les Lipschitziennes par exemple, ouais, très bien. N'y allons pas par quatre chemins. Bon, et là, par contre, f carré, ça fait la fonction x carré qui est un contre-exemple classique, c'est pas uniformément continu. Ouais. Mais f fois g, c'est donc la fonction carrée, n'est pas uniformément continue. Alors comment on montre ça? Je vous rappelle, j'imagine que vous l'avez déjà prouvé, non? C'est pas uniformément continu sur R+. Alors attention, uniformément continu, comme ça, ça va rien dire. Sur quoi? Si tu prends si tu donnes un segment, du coup, toute fonction continue est uniformément continue par le théorème de Hein. D'accord? Donc là, c'est sur R+. Ouais. Donc ça marche pas. Alors pourquoi? En effet, tout ça, évidemment, le problème, pensez bien qu'il se situe à l'infini, puisque si on est sur un segment, ça marche, c'est uniformément continu. Donc on envisage des suites, donc xn, yn. Donc si n appartient à n, on pose xn est égal, alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre racine de n plus 1, racine de n, pardon, et yn est égal à racine de n plus 1. Ou dans l'autre sens, on s'en fiche. Ouais. Et donc du coup, alors ça, ce sont des suites à croissance lente, d'accord, racine. Donc xn moins yn, c'est bien connu que ça tend vers 0, racine de n plus 1 moins racine de n. D'accord, qu'est-ce que ça fait? En multipliant par la quantité conjuguée, vous allez tomber sur racine de n plus 1 plus 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n, puisqu'en haut vous avez les carrés, ça fait n plus 1 moins n, et donc évidemment ça tend vers 0. Ok. Mais par contre, les images, f de xn moins f de yn, et voilà, ça fait n plus 1 moins n, et donc ça fait 1, et donc ça tend pas vers 0. Donc par la même preuve que tout à l'heure, on déduit que f n'est pas uniformément continu. Alors, on passe à la deuxième question. S'il y en a une des deux qui est bornée, est-ce que ça suffit? Alors, évidemment, on se doute, vu la troisième question, que ça suffit pas. Donc, évidemment, faux. Mais, il faut trouver un contre-exemple. Ouais. Alors, l'idée, moi, c'était de dire, en fait, de prendre une fonction simple qui est uniformément continue, par exemple, la fonction, voilà, une entité f de x égale x. Et après, vous multipliez par un truc qui va le faire osciller, quoi. Et en gros, c'est vrai qu'f de x égale x, bon, voilà. Ça oscille pas trop, ça tourne tranquillement, mais par contre si tu lui demandes à chaque fois d'osciller, ça va faire des trop gros allers-retours. Donc pensez à une fonction qui fait comme ça là. Vous voyez ce que c'est? Ce que ça fait? La fonction x sinus x. Ouais. Allez, contre-exemple. Alors un contre-exemple parmi d'autres. Donc soit f, on va prendre la fonction, voilà, f égale à l'identité de r+, ouais, par f qui a x associe, de r+ dans r qui a x associe x, pardon. Et vous allez prendre g, la fonction sinus, de R+. Ça doit l'argentier comme ça, non? Alors pourquoi elles sont uniformément continues? Parce que tout simplement elles sont lipschitziennes. Regardez leur dérivée, elle est bornée. La première ça fait 1, la deuxième c'est majoré, ça fait cosinus, c'est majoré, c'est borné par 1. Voilà, donc lipschitzienne, donc uniformément continue. Alors maintenant, on va regarder la fonction h, soit h égale f fois g. Donc pourquoi ça c'est pas uniformément continu? Je refais mon petit dessin de tout à l'heure. Mon intuition ici c'est de dire voilà, ça fait un truc comme ça là, tac, ça fait des oscillations comme ça. Alors au contraire, au lieu d'être amorties, elles sont, ouais, ça fait. Donc si vous avez une enveloppe ici comme ça là, si vous voulez construire vraiment cette fonction là, ça c'est y égale x, ça c'est y égale moins x, et puis ça entre les deux ça va aller toucher le bord, hop, 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 comme ça. Ouais. Parce qu'évidemment le sinus est compris entre moins 1 et 1. D'accord. Donc la fonction h, x, h c'est la fonction donc, de r+ dans r qui a x associe x sinus x. Ouais. Donc vous avez que pour tout x,
h de x, évidemment, est compris entre x et moins x, parce que le sinus est compris entre moins 1 et x est positif. Ouais. Et donc ça va régulièrement toucher là. Quand le sinus vaut 1 pi, je vais toucher y égale x, et quand le sinus vaut moins 1, ça va toucher y égale moins x. Donc vous voyez qu'ici, en gros, ben, ça fait des gros écarts quand même pour les f. D'accord? Donc quand vous avez x, plus ça va loin, plus ça fait quand même des énormes écarts. D'accord? Bon, voilà, c'est ça l'idée. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va construire comme suite xn et yn? Alors je vous ai réécrit ça au-dessus. Donc h, ça va de r plus dans r, qui est x aussi, x sin x. Ouais. Alors il nous faut deux suites xn et yn qui se rapprochent l'une de l'autre, la différence tend vers 0, mais telles que les images par h se rapprochent pas. Ouais. Enfin, la différence des images tend pas vers 0. Donc on va prendre xn égale 2πn, c'est-à-dire on va rester pour ceux qui coupent l'axe des f6. Ouais. Donc évidemment h de xn ça va faire 0, parce que sinus de πn ça fait 0. Et après les yn, bah, vous pouvez simplement prendre yn de πn plus 1 sur n. Ouais, bah, ça fait quoi h de yn? Ça fait 2πn plus 1 sur n, et là vous avez sinus de 2πn plus 1 sur n. Alors évidemment, comme elle est de pi périodique, ça s'en va. Et puis après, regardez ce que ça fait. Sinus 1 sur n, ça équivaut à 1 sur n en plus infini. Et ça équivaut à 2πn. Donc ça équivaut à 2πn sur n, c'est-à-dire 2π. D'accord? Donc vous voyez bien que, en fait, du coup, h de xn, enfin xn moins yn tend vers 0, mais h de xn moins h de 2πn, de yn, pardon, bah ça tend vers 2π. Donc ça tend pas vers 0. D'accord? Donc elle n'est pas uniformément continue. Ouais. En rajoutant des oscillations et de l'amplitude, c'est ça, hein, x il donne de l'amplitude et sinus x il fait osciller. Là on a perdu le caractère uniformément continu. Non. Alors on passe à la troisième question. Et si f et g sont bornés, vrai ou faux? La réponse est vrai. Oui, ça marche. Ouais. Donc 3 vrais. Pourquoi? Ben, revenons à la définition. Hein. Soit epsilon positif. Ouais. Alors, ben, f est uniformément continu. Donc, d'où un certain delta 1 strictement positif, tel que quel que soit x, y appartenant à R+, vous avez que x inférieur ou égal à delta 1 implique que f de y moins f de x est inférieur à epsilon. D'accord? Ça, c'est pour la première. Et puis, g est uniformément continu, d'où un certain delta 2, tel que, blablabla, si x moins y est inférieur ou égal à delta 2, eh bien alors g de x moins g de y est inférieur ou égal à epsilon. D'accord? On va peut-être ajuster les epsilon après, mais c'est ça l'idée. Et alors là, maintenant on va, on suppose, on se donne x et y dans R+, et on va regarder ce qui se passe. On va essayer d'estimer f de x, f de y, f de x, g de x, pardon, la distance de f de x, g de x à f de y, g de y. Alors évidemment, on fait apparaître ce sur quoi on a l'information. Donc par exemple, là, je vais faire apparaître f de x moins f de y. Ok? Donc je le fais apparaître. J'espère que je n'ai pas écrit trop gros. Ça fait f de x moins f de y fois g de x. Et puis là, il faut que je compense plus f de y, g de x. Mais comme j'ai déjà du f de y ici, je peux le mettre en facteur. Et donc là, vous voyez que ça vous fait g de x moins g de y. Ça rappelle un peu l'épreuve de théorème opératoire. Ouais, vous ne pourrez pas. Un petit coup d'inégalité triangulaire. Et ça vous fait donc g de x fois f de x moins f de y plus f de y facteur d'envergure g de x moins g de y. Vous l'avez ou pas? Ça va le faire maintenant. Et donc du coup, si g elle est bornée par m1 et f elle est bornée par m2, ça vous fait ça. Plus m2
Ouais, je peux quoi là? G de x moins G de y. D'accord? Ou G est borné par M1. Ouais. Ou alors on va dire où M1 c'est norme infinie de G carrément, soyons fous. Sur R+, et M2 c'est la norme infinie de F. Ok? Donc là c'est un moins, pardon. Et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ajuste un peu les epsilon et puis ça va le faire. Ici on va prendre epsilon sur 2M1. Bon, on va prendre voilà, de force que ce soit positif. Hein. Bon, parce qu'il t'a rajouté histoire de ne pas diviser par 0. Et là on va prendre epsilon sur 2 M2. Donc du coup lui est inférieur à epsilon sur 2 M1. Ouais. Donc ça c'est inférieur à epsilon sur 2. Et l'autre aussi, epsilon sur 2. C'est gagné du coup. Donc c'est inférieur à epsilon sur 2. Donc si vous prenez le produit de deux fonctions uniformément continues et bornez les deux, alors le produit est uniformément continu. Allez, dernier grand classique sur les fonctions uniformément continues, c'est un oral classique ENS, mine, bon, un peu partout. Hein. Je pense que normalement il est dans toute bonne d'exercice complète un peu là sur les fonctions uniformément continues. En tout cas, c'est un classique à connaître. Ouais. On se donne une fonction f de R+ dans R uniformément continue. Montrer qu'il existe A et B dans R+, tel que pour tout x positif, la variable absolue de x est inférieure à ax plus b. Autrement dit, vous voyez que, et c'est important pour bien comprendre ce que ça fait, sur R+, ouais, votre fonction uniformément continue, elle ne va pas croître de façon très violente. Elle est majorée, elle est bornée, on va dire, par une fonction affine. D'accord? Voilà. Alors, par rapport au contre-exemple d'avant, là, pour la deuxième question de l'exercice d'avant, la vraie ou faux, ça suffit pas. C'est pas une condition suffisante. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une condition nécessaire. Donc, en particulier, exit toutes les fonctions carrées, cubes, exponentielles encore plus. Voilà. Si ça tourne trop violemment vers l'infini, eh ben, c'est pas uniformément continu. Donc, voilà, vraiment typiquement, on l'a vu tout à l'heure avec x carré, mais voilà, du coup, la troisième raison pour laquelle une fonction n'est pas uniformément continue, c'est elle tend trop violemment en l'infini en plus l'infini. Voilà. Bon, allez, je voulais chercher ça. Alors, peut-être une indication choisissez epsilon égale 1 et faites des pas, des petits pas de longueur delta. Peut-être utiliser la partie entière, tiens, voilà. Indication, essayez de faire ça proprement. Allez, à vous de jouer. Alors, solution, j'ai dit epsilon égale 1. Donc, on pose epsilon égale 1. D'où un certain delta, tel que bâche. Ouais. Un certain delta, strictement positif, tel que, quel que soit x, y appartenant à R+, eh bien, si x, la distance de x à y est inférieure à delta, alors la distance de f de x à f de y est inférieure ou égale à 1. Ouais. Voilà. Et alors, notre idée, en fait, je vous ai dit, faites des petits pas. Faites des petits pas comme, voilà, 0, delta, 2 delta, 3 delta, etc. Et en gros, ben, voilà, vous donnez x, sur x positif, et puis là, cet x là, vous allez l'encadrer, donc vous faites des pas, tac, 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 et évidemment, il se trouve, ça fait une sorte de maillage, c'est une sorte de maillage de R+, et là, vous allez trouver un n, tel que vous ayez, ici, vous allez avoir n delta, et n plus 1 delta. Là, c'est le x. Ouais. Donc, comment vous faites? Alors, ça, c'est classique, hein, l'histoire de maillage, on a quelque chose qu'il faut vraiment bien connaître. Hein. Donc, vous prenez n, on pose n est égal à partie entière de x sur delta. Ouais. Et du coup, ainsi, d'après les inégalités de la partie entière, vous avez n, enfin, x sur delta qui est compris entre n et n plus 1. Donc du coup, ben, vous avez que x il est compris entre delta et n plus 1 delta. n delta plus delta. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux, à chaque fois, là, sur chacun de vos pas, là, vous avez une longueur inférieure à delta. C'est égal à delta. D'accord. Et vous savez qu'entre chaque image entre chacune de ces images, en fait, vous savez gérer la distance entre les images, entre chacun de ces trucs. Ouais. C'est inférieur à 1. Donc vous allez faire comme ça. Bah, en gros, vous allez dire f de x. Vous allez dire f de x, c'est inférieur ou égal, là, par inégalité triangulaire, f de 0 plus f de x moins 0.
moins f de 0. Et lui là, ben, vous allez le coupler en, vous allez écrire f de 0 là. Et là, ça vous allez l'écrire comme la somme pour k allant de 0 à n-1 des f de f de k. Alors f de 0, ça va faire f de k delta. On va dire k plus 1 delta moins f de k delta. D'accord? Et là, vous allez avoir, ben, ouais, c'est déjà pas mal. Non, après, il reste celui-là, f de n delta moins f de x. Alors, qu'est-ce que ça fait ce truc-là? J'affirme que ce truc-là, ça fait ça. Par simplification télescopique, regardez ce qui se passe. Ici, on peut peut-être mettre une parenthèse parce que ça fait quoi ça par simplification télescopique? Ouais. Ça fait, ça c'est égal à f de n delta moins f de 0. D'accord? Et donc du coup, ah bah du coup, il faut peut-être dans l'autre sens, pardon. Donc ça fait f de x, pardon, plus f de x moins f de n delta. Pardon. Ça va, on y va? Et regardez la valeur absolue ici. D'accord? Donc en fait, c'est comme ça que je majore la distance de x à 0, avec des petits pas de longueur delta. Ouais. Donc quand vous simplifiez là, ça, les f de n delta ils s'en vont, il reste f de x moins f de 0. C'est bon? Par télescopage. Et du coup, ben ça, vous savez le majoriser. Donc toujours par, le majorer par inégalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à f de 0, plus, alors vous avez f de x. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est que, on va le mettre ici, f de x moins f de n delta. Et après, la somme, je passe à l'intérieur. Somme de k allant de 0 à n moins 1, toujours une égalité triangulaire, f de k plus 1 delta, moins f de k delta. Ok? Et alors, du coup, ici, ça, c'est inférieur à 1. Parce que la distance entre x et n delta est inférieure à delta. D'après ce qui est marqué là. Et ici, chacun de ces personnages, c'est inférieur à 1 aussi. Et là, il y en a n. Donc du coup, f de x, il faut arrêter de dire du coup, parce que c'est un peu redondant, c'est inférieur ou égal à... Alors là, vous avez 1, et là, vous en avez n. Donc c'est... ouais, c'est inférieur ou égal à n plus 1. Ok? Mais alors, c'est qui n? Ben n, vous l'avez là. N, et bien n, il est inférieur ou égal à f de 0, pardon, excusez-moi, je vais là. F de 0. Ici, n est inférieur à x sur delta. Donc vous avez que f de x est inférieur ou égal à, donc ça fait x sur delta, plus valeur au-dessus de f de 0, plus 1. Là c'est gagné les amis, parce que vous avez qu'à prendre a égale à 1 sur delta, et b est égal à valeur au-dessus de f de 0 plus 1. Voilà, voilà. Et voilà. Bien, j'espère que cette vidéo sur la continuité uniforme vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, sinon je vous envoie la vache de l'espace, vous bottez les fesses à coups de cornflure. N'oubliez pas aussi que vous pouvez partager la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites? N'oubliez pas non plus de mettre la cloche. Alors, pour la continuité uniforme, on a quand même vu les principaux aspects, j'espère que vous avez bien compris les idées qui se cachent là-dessous. Quel est l'avantage de la continuité uniforme par rapport à la continuité tout court? Évidemment, la clé pour passer de l'un à l'autre, c'est le théorème de Hein. Pour les deuxièmes années, si ça vous intéresse, je peux vous donner des applications de la continuité uniforme à niveau de deuxième année, par exemple sur des intégrales à pop, sur des questions de convergence uniforme. Dites-moi en commentaire, voilà, si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être pas mal pour les options MP.
Il y a quand même pas mal d'euros là-dessus, d'accord. Donc vous me dites si vous voulez ça, c'est dans les tuyaux. Bon, après il faut que ça plaise aussi quand même un peu. J'ai aussi des grands classiques à vous faire passer en algèbre, en analyse, etc. Bon, donc il y a le choix, donc exprimez-vous pour savoir ce que vous voulez, n'hésitez pas, vraiment c'est presque à la carte, j'ai envie de dire. Ouais, donc mettez un mot dans les commentaires, je compte sur vous pour ça. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de bonnes maths et n'oubliez pas, toute ignorance est inutile.